qu'est-ce qu'une hypothyroïdie? Une hypothyroïdie, c'est tout simplement une insuffisance de production en hormones thyroïdiennes. Donc la thyroïde ne produit pas assez d'hormones thyroïdiennes. Cette insuffisance de production, elle peut être due à une pathologie thyroïdienne, elle peut être due à une atteinte hypophysaire, donc une anomalie de la production de la sécrétion de la TSH. Elle peut être due à une atteinte hypothalamique. Donc, quand l'atteinte est thyroïdienne, on parle d'hypothyroïdie primaire. Et ça va être valable pour toutes les pathologies endocriniennes. Donc, quand on a une atteinte de la glande périphérique, on parle d'atteinte primaire. Lorsqu'on a une atteinte des surrénales, une insuffisance de production de cortisol due à une atteinte des surrénales, on parle d'insuffisance surrénalienne primaire. Lorsque l'atteinte est due à une atteinte hypophysaire, on parle d'hypothyroïdie secondaire, et ça aussi c'est valable pour toutes les pathologies endocriniennes. Et lorsque l'atteinte hypothalamique, on parle d'hypothyroïdie tertiaire. Alors, on regroupe aussi le nom d'hypothyroïdie secondaire et tertiaire sous le nom d'hypothyroïdie centrale. Donc, quand on dit hypothyroïdie centrale, ça peut être soit une atteinte hypophysaire ou hypothalamique ou les deux en même temps. Alors, la deuxième définition, c'est la définition de l'hypothyroïdie infraclinique. C'est quoi l'hypothyroïdie infraclinique, qu'on appelle aussi hypothyroïdie subclinique ou hypothyroïdie fruste ou hypothyroïdie compensée? C'est une définition qui est biologique. Donc, on a une TSH qui est élevée, mais une hormonémie périphérique, essentiellement une FT4, qui est normale. Ça veut dire que la production thyroïdienne en hormones thyroïdiennes commence à se faiblir, mais que l'hypophyse répond en augmentant sa sécrétion de TSH, et cette augmentation de sécrétion de TSH arrive à compenser, dans un premier temps en tout cas, la défaillance de la glande thyroïde. Donc, on parle d'hypothyroïdie infraclinique. C'est une affection comme toutes les pathologies endocriniennes essentiellement thyroïdiennes, c'est surtout, toutes les pathologies thyroïdiennes surtout, c'est une affection qui est se voit essentiellement chez la femme. Elle est de plus en plus fréquente au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, et sa prévalence varie en fonction de la porosité de la population. Mais on sait qu'il y a certaines situations qui augmentent le risque de survenue d'hypothyroïdie. Premièrement, on a le postpartum. Donc, surtout si on a un antécédent de thyroïdite du postpartum, on va en parler tout à l'heure. Une patiente qui a fait une hypothyroïdie du postpartum risque de récidive lors des grossesses ultérieures, risque d'avoir une hypothyroïdie définitive. Lorsqu'on a une hémithyroïdectomie, donc parfois, lorsqu'on a des nodules sur un seul lobe de la thyroïde, on n'enlève que le lobe atteint et on laisse le lobe contralatéral en place. Mais il faut savoir que dans ce cas, même le lobe contralatéral peut parfois ne pas suffire à produire assez d'hormones thyroïdiennes et on peut avoir une hypothyroïdie. Lorsque le patient subit des irradiations cervicales pour néoplasie ou bien une irathérapie pour hyperthyroïdie, il y a un risque de survenue d'hypothyroïdie. Il faut savoir aussi que les patients qui ont une trisomie 21 ont un risque élevé de faire des thyroïdites auto-immunes et donc de faire des hypothyroïdies, de même que les patientes qui sont atteintes de syndrome de Turner. Tout patient qui présente une maladie auto-immune, quelle que soit cette pathologie, maladie cœliaque, diabète type 1, vitiligo, risque de faire des thyropathies auto-immunes et donc de développer plus tard une hypothyroïdie. Alors, on va voir que l'insuffisance en apport d'iode, l'insuffisance en iode provoque des hypothyroïdies, mais de même aussi que l'augmentation des apports iodés, ça peut augmenter les hypothyroïdies infracliniques. On va le voir quand on va faire les troubles de la carence iodée. Enfin, on sait aussi qu'il y a certains médicaments qui sont pourvoyeurs d'hypothyroïdie. Donc ça, c'est les situations qui favorisent, qui augmentent le risque de survenue d'hypothyroïdie. Sur le plan clinique, ça se manifeste par quoi une hypothyroïdie? En fait, il y a des signes qui sont très polymorphes, mais qui sont peu spécifiques. On va voir. Il y a l'asthénie, il y a la constipation, il y a la prise de poids. Aucun de ces signes n'est spécifique à l'hypothyroïdie. Par contre, lorsqu'ils s'associent chez un même patient, ils sont très évocateurs. Lorsqu'on a une hypothyroïdie qui est d'origine centrale, c'est-à-dire hypothalamique ou hypophysaire, la symptomatologie clinique est beaucoup moins parlante. Pourquoi? Parce que même si on a 0 TSH dans le sang, enfin façon de parler, même si l'hypophyse ne produit plus de TSH ou que l'hypothalamus ne produit plus de TRH, on sait qu'il y a à peu près 10 à 15% des thyrocytes de la fonction thyroïdienne qui est indépendante de la stimulation par la TSH. Donc même si on n'a plus de TSH dans le sang, on a 10 à 15% de la glotte qui continue à fonctionner. Donc le tableau clinique ne sera jamais aussi profond, aussi important que le hypothyroïdie périphérique.
Alors, sur les signes généraux, on a les signes qui sont liés à l'hypométabolisme. Les patients sont fatigués. C'est une asthénie qui est essentiellement physique. Dès le matin, elle est accentuée à l'effort. La frilosité est très évocatrice. On a constamment pratiquement une prise de poids, mais qui est modérée. Le ralentissement psychomoteur, donc lorsque vous posez des questions à votre patient, il répond de façon ralentie, il a des gestes qui sont ralentis, donc c'est le ralentissement psychomoteur qui peut aussi se confondre. Le problème chez le sujet âgé, on a un ralentissement psychomoteur qui est physiologique. Donc chez le sujet âgé, parfois, les signes de l'hypothyroïdie se confondent avec les signes liés à la sénescence. Sur le plan digestif, on a une constipation qui est presque constante, qui est liée à la diminution de la motilité, de la contractilité intestinale. Donc, on a une augmentation des lithiases vésicales et de la dyspepsie par hypotonie vésiculaire. Sur le plan cutané muqueux, on a une peau qui est pâle, froide, sèche, qui a tendance à squamer. Une pigmentation palmoplantaire jaune-orangée, donc on la voit vraiment dans les hypothyroïdies très très profondes parce qu'on a une anomalie de la dégradation des carotinoïdes qui vont se stagner au niveau de la peau. Alors, dans les hypothyroïdies vraiment profondes, on a ce qu'on appelle le myxœdème. C'est quoi le myxœdème? C'est une infiltration de la peau et du tissu sous-cutané par une substance qui est mucoïde, qui est riche en polysaccharides. Donc, ça donne l'aspect d'un œdème blanchâtre, mais qui ne garde pas le godet. Il touche la plupart des téguments, mais prédomine au niveau du visage et des extrémités. Et chose très importante, on ne le voit jamais dans l'hypothyroïdie qui est centrale. Donc, cet infiltrat mucopolysaccharidique peut aussi toucher la langue et nous donner une macroglossie avec une voix rauque. Et pour ce qui est des phanères, on aura des cheveux cassants, une pilosité qui est raréfiée, des ongles cassants, etc. Donc là, l'image de gauche, vous voyez le myxœdème, donc qui est assez caractéristique, qui est blanc, qui ne prend pas le côté. Et à droite, donc vous avez à votre gauche une main qui a une coloration normale et à droite, une main qui a une coloration orangée. Et là, c'est le visage à droite d'une personne qui a une hypothyroïdie qui est profonde, avec une peau qui est infiltrée, un visage qui est bouffi. Sur le plan cardiovasculaire, on a presque constamment, donc les signes cardiovasculaires, ils sont occultes, c'est-à-dire si on ne les recherche pas, on peut ne pas les trouver, mais ils sont quasiment constants. Et le signe le plus caractéristique, c'est la bradycardie. D'ailleurs, vos cours de cardiologie, donc conduite à tenir devant une bradycardie, la première des choses à faire, c'est de demander une TSH. De même que si on a des troubles du rythme supraventriculaire, on va le voir quand on va le faire au cours de l'hyperthyroïdie, quand on a des troubles du rythme supraventriculaire, l'un des premiers paramètres à demander, c'est de demander une TSH. Donc, dans le cas de la bradycardie, on suspecte une hypothyroïdie. Dans les cas vraiment avancés, on peut avoir une acardiomégalie avec un épanchement péricardique qui peut aller même jusqu'à l'insuffisance cardiaque dans les déficits qui sont vraiment profonds et vraiment prolongés. Alors, on va voir tout à l'heure que lorsqu'on a une hypothyroïdie, on a un profil lipidique qui est hétérogène. Donc, on risque d'avoir une coronaropathie, mais du fait de l'hypométabolisme, de la diminution des besoins myocardiques en oxygène, cette coronaropathie va être masquée cliniquement. Donc, le patient ne va pas présenter cliniquement de signes de coronaropathie. Mais attention, lorsqu'on va substituer le patient en hormones thyroïdiennes, on aura une levée de cet hypométabolisme et là, on peut révéler cette coronaropathie. C'est pour ça on va le voir, j'anticipe en vous disant que lorsqu'on a un patient coronarien ou suspect à haut risque cardiovasculaire, donc on le suspecte qu'il soit coronarien, la substitution en hormones thyroïdiennes doit être extrêmement prudente. Elle doit se faire à petite dose, par palier. On doit recontrôler à chaque fois la clinique et le CG. Pourquoi? Parce que s'il a une coronaropathie, elle est masquée et lorsqu'on va donner le traitement substitutif, on va démasquer cette coronaropathie. On peut avoir une augmentation de la pression diastolique, parfois même une hypotension par débit cardiaque, mais ces deux signes, ce n'est pas des signes caractéristiques de l'hypothyroïdie. Le plus caractéristique, c'est la bradycardie, qui est presque constante. Et puis retenez aussi qu'on peut avoir une coronaropathie qui est masquée par l'hypométabolisme. Sur le plan neuromusculaire, donc, on peut avoir des crampes, une fatigabilité musculaire, des myalgies, des paresthésies, un syndrome du canal carpien. Attention, la caractéristique du syndrome du canal carpien en cas d'hypothyroïdie, c'est qu'il est bilatéral. Donc, lorsqu'on a un syndrome du canal carpien bilatéral sur le plan endocrinien, on recherche une hypothyroïdie et on recherche une acromégalie. OK?
Alors, à l'examen, on a un ralentissement des réflexes ostéotendineux. Attention, il ne faut pas confondre ralentissement des réflexes et diminution des réflexes. Quand est-ce qu'on voit une diminution des réflexes? Par exemple, on les voit dans le diabète. On va voir, quand on va faire les complications du diabète, on va voir qu'on peut avoir une diminution du réflexe achillien. Donc, diminution du réflexe achillien signe une atteinte neurologique. Ça veut dire que le pied ne se contracte pas bien ou pas du tout lorsqu'on stimule le tendon d'Achille. Par contre, le ralentissement des réflexes ostéotendineux se voit dans l'hypothyroïdie. Ça veut dire que lorsqu'on stimule le tendon d'Achille, le pied va se fléchir, le muscle va se contracter, mais le retour à la normale va être lent. Donc, c'est ce qu'on appelle le ralentissement des réflexes ostéotendineux. Donc, on peut avoir aussi une hypoacousie par une compression du nerf trachéal et des troubles de l'équilibre par atteinte cérébelleuse. Donc, ce qui est caractéristique dans les signes neuromusculaires, c'est les crampes et la fatigabilité, le syndrome du canal carpien bilatéral et le ralentissement des réflexes ostéotendineux. On peut même voir un tableau psychiatrique dans certains cas, surtout chez le sujet âgé, et des manifestations ostéo-articulaires, en particulier des crises de gouttes. Les hormones thyroïdiennes stimulaient plusieurs réactions enzymatiques. Donc, lorsqu'on a une hypothyroïdie, il y a plusieurs réactions enzymatiques qui sont inhibées, et donc on aura des retentissements sur le plan clinique et biologique. Alors, sur le plan endocrinien, lorsqu'on avait une diminution des hormones périphériques, là en l'occurrence la FT3 et la FT4, la T3 et la T4 par diminution de la production au niveau de la thyroïde, on a levé du rétrocontrôle négatif. Donc, du coup, on aura les hormones centrales, c'est-à-dire dans ce cas-là, la TRH et la TSH, qui vont augmenter. Donc, les cellules lactotropes au niveau hypophysaire subissaient essentiellement un tonus inhibiteur, mais qu'elles étaient stimulées. Les cellules lactotropes, donc, qui produisent la prolactine, étaient stimulées par la TRH et les oestrogènes. Donc là, quand on a une hypothyroïdie périphérique, je dis bien périphérique parce que si c'est central, on n'a pas une augmentation du TRH. Si on a une hypothyroïdie périphérique, on aura une augmentation du TRH qui va stimuler les cellules lactotropes. Qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte une hyperprolactinémie qui va se manifester chez la femme par des troubles du cycle essentiellement, une infertilité et un ABRT, et chez l'homme, on aura une dysfonction érectile, une diminution de la libido, une altération de la spermatogénèse. Le stade ultime, c'est le coma myxœdémateux. Il faut savoir qu'il est très très rare, qu'il est de très mauvais pronostic, qu'il ne se voit que dans les hypothyroïdies qui sont profondes, anciennes et non traitées. Souvent, il y a un facteur déclenchant, comme une exposition au froid, une infection, un geste chirurgical ou bien un arrêt de l'hypothérapie substitutive. Il se manifeste essentiellement par des troubles de la constance, une hypothermie majeure, une hypotension, une bradycardie et une dyspnée. Et sur le plan biologique, on aura une FT4 qui est effondrée et une TSH qui est très élevée. Alors attention, on avait dit que dans la situation de stress, on peut avoir une augmentation modérée de la TSH. Il faut savoir que lorsqu'on a un coma avec une augmentation modérée de la TSH, c'est tout à fait physiologique. Ça n'impose pas le diagnostic de coma myxœdémateux. Le coma myxœdémateux, il ne survient, on l'a vu tout à l'heure, que dans les hypothyroïdies profondes. Donc, dans ce cas-là, on aura une FT4 qui est vraiment très, très, très basse et une TSH qui est extrêmement élevée, au-delà de 100 en général. Et puis, sur le plan biologique, on a un paramètre qui n'est pas spécifique, mais qui est très évocateur, c'est l'hyponatrémie. On va voir les signes biologiques. Et on commence par les signes biologiques non spécifiques. Ce qui est caractéristique dans l'hypothyroïdie, c'est la survenue d'une dyslipidémie qui parfois peut être révélatrice. Essentiellement, lorsqu'on a une femme qui est au-delà de plus de 40 ans. Donc, le profil lipidique en cas d'hypothyroïdie, on aura une augmentation du LDL, un HDL qui est normal ou élevé et une augmentation du DTG. Donc, tout ça nous donne un profil hétérogène. On a expliqué tout à l'heure que l'hypothyroïdie constituait donc un profil hétérogène, d'où l'augmentation des coronariopathies. Il faudra rechercher d'ailleurs une hypothyroïdie systématiquement chez les patients ayant une dyslipidémie, en particulier si c'est un terrain favorable à la survenue d'hypothyroïdie. Pourquoi? Parce que si c'est une dyslipidémie qui est secondaire à l'hypothyroïdie, donc elle peut être traitée par traitement substitutif, d'une part. Et d'autre part, si on traite la dyslipidémie avec des statines, donc il y a un risque de rhabdomyolyse. Donc, si on a une hypothyroïdie, on ne doit pas donner de statine avant d'avoir corrigé l'hypothyroïdie.
Donc, sur les autres paramètres, on a l'hyperprolactinémie et l'hyponatrémie de dilution. L'hyperuricémie, on en a parlé tout à l'heure, une augmentation de la CREA et des transaminases, et on aura une anémie qui peut être soit macrocytaire. Il faudra à ce moment-là penser à une maladie de Biermer associée, soit normocytaire, normochrome, pareil, diminution de l'érythropoïèse, ou bien microcytaire, hypochrome par diminution de l'absorption intestinale et spoliation sanguine. Donc, il faut retenir surtout les signes biologiques non spécifiques de l'hypothyroïdie, qui sont une dyslipidémie de profil athérogène, une hyperprolactinémie, une hyponatrémie, une hyperuricémie et une anémie. C'est ça les 5 signes biologiques non spécifiques de l'hypothyroïdie qu'il faudra retenir. On passe au diagnostic positif. Alors, quand on suspecte une hypothyroïdie, ou si on veut dépister une hypothyroïdie, lorsqu'on parle de dépistage, par définition, c'est une maladie qui n'est pas symptomatique. Donc, lorsqu'on veut diagnostiquer, poser un diagnostic positif, c'est-à-dire qu'il y a un patient qui a des signes cliniques d'hypothyroïdie, ou bien lorsqu'on veut dépister une hypothyroïdie, donc on demandera une TSH. Et on demandera une TSH seulement. Donc, il ne faut pas demander TSH, FT3, FT4 dans un premier temps. On demandera que la TSH. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur qui est très fiable et très sensible pour toutes les dysthyroïdies primaires, c'est-à-dire d'origine thyroïdienne, qui sont largement les plus fréquentes, que ce soit l'hypo ou l'hyper. Retenez une chose, que lorsqu'on a une dysthyroïdie, c'est-à-dire hypo ou hyperthyroïdie, la TSH est le premier paramètre à se perturber, parfois même avant la perturbation des hormones périphériques. Donc la TSH est le premier paramètre à se perturber, mais c'est le dernier paramètre à se normaliser. Quand on va donner un traitement pour l'hypothyroïdie ou un traitement pour l'hyperthyroïdie, c'est d'abord la normalisation des hormones périphériques qu'on va obtenir, ensuite la normalisation de la TSH. Ça veut dire que lorsque je veux diagnostiquer une dysthyroïdie, je demande la TSH d'abord. Si elle est normale, je peux être sûre qu'il n'y a pas de dysthyroïdie parce que je vous ai dit c'est le premier paramètre à se perturber. Par contre, si je traite cette hyperthyroïdie, il ne faut pas demander une TSH trop tôt parce que c'est le dernier paramètre à se normaliser. Alors, pour ce qui est de la FT4, est-ce qu'on va le demander dans un premier temps? Non, on va le demander que si la TSH revient perturbée, il aura 2 objectifs. Premièrement, on confirme que la TSH est bien pathologique, c'est-à-dire qu'il existe bien une dysthyroïdie primaire. Et deuxième intérêt, c'est de voir la profondeur de ce déficit. Je vous ai dit que parfois la FT4 peut être normale ou peut-être modérément basse, donc c'est un déficit qui est modéré. Comme la FT4 peut être très très basse, et à ce moment-là, on dira que le déficit est profond. Donc elle a 2 d'intérêt, c'est confirmer qu'il y a une dysthyroïdie et voir la profondeur de ce déficit. Donc, cette FT4 n'est pas réalisée en première intention, sauf dans un seul cas, lorsqu'on suspecte une atteinte centrale. Par exemple, on a un patient qui a déjà une pathologie hypothalamo-hypophysaire, qui a déjà, par exemple, un adénome hypophysaire. Ou par exemple, si c'est un patient qui a fait de la radiothérapie cérébrale. On sait que les patients qui ont fait de la radiothérapie cérébrale risquent de développer plus tard des déficits hypophysaires. Ou bien c'est un patient qui a un traumatisme crânien, qui risque aussi de faire le déficit hypophysaire, ou bien par exemple un patient qu'on sait déjà qu'il a un déficit en centrale. Il peut développer d'autres déficits centraux. Enfin, à chaque fois que vous êtes dans une situation où le patient est à risque ou susceptible de présenter une pathologie hypophysaire ou un déficit central, on demande l'FT4 en première intention. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire dans la quasi-totalité des cas, on demandera une TSH seule. Voilà, c'est ce qui est dit là. Donc, si on est devant un contexte qui évoque une origine centrale, on est en droit de demander la FT4 et la TSH en même temps. Si on n'est pas dans un contexte évocateur d'une origine centrale, on ne demandera que la TSH. Si elle est normale, on s'arrête là. Donc, je demande ma TSH est normale, on s'arrête là, je ne vais pas demander d'autres explorations. Si elle est élevée, je demande une deuxième TSH pour être sûre et je demande une FT4 en regard. Il faut savoir que la FT4 n'a aucun intérêt dans le diagnostic des hypothyroïdies. Donc, en matière de diagnostic hypothyroïdie, vous oubliez la FT4. Alors, comment interpréter les résultats? Donc, si on a une FT4 effondrée et une TSH non élevée, retenez bien non élevée. Qu'est-ce que ça veut dire non élevée? Ça veut dire basse ou normale. Si on a une FT4 qui est basse, on retourne à nos cours de physiologie qu'on avait fait la dernière fois.
Quand la FT4 baisse, la TSH augmente. C'est comme les deux bras d'une balance. Quand la FT4 baisse, il n'y a plus de rétrocontrôle sur l'hypophyse et la TSH va forcément augmenter. Si la TSH n'augmente pas, c'est pas normal. C'est qu'on a un problème hypophysaire. D'accord? Et c'est le raisonnement que vous allez avoir pour interpréter les bilans hormonaux de tous les axes. Quand on a un cortisol qui est effondré, la CTH est censée être élevée. Si elle n'est pas élevée, c'est que le problème est hypophysaire. OK? Donc, pour revenir à notre thyroïde, quand on a une FT4 basse, mais que la TSH n'est pas élevée, ça veut dire qu'elle soit normale ou basse. Une TSH normale devant une FT4 basse, c'est une TSH qui est inadaptée. Donc, à ce moment-là, on parlera d'hypothyroïdie centrale ou hypothyroïdie secondaire. Par contre, lorsqu'on a une TSH élevée, c'est forcément un problème qui est thyroïdien, d'accord? Donc, c'est un problème qui est thyroïdien parce que puisque la TSH est élevée, c'est que la production hypophysaire est normale. On va regarder notre FT4. Si la FT4, on regarde, est normale, on parlera d'hypothyroïdie infraclinique ou hypothyroïdie fruste. Souvenez-vous, on l'avait défini tout à l'heure, l'hypothyroïdie infraclinique. C'est l'élévation de la TSH alors que la FT4 reste normale. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la thyroïde, mais que pour le moment, l'élévation de la TSH, la stimulation de la TSH par la TSH arrive à maintenir une production hormonale qui est correcte. Et puis, à un certain moment, cette augmentation de la TSH n'est plus suffisante pour maintenir une production hormonale qui est correcte et la FT4 va baisser. Et on parlera d'hypothyroïdie primaire ou primaire patente et non pas frustre. Bon, une petite remarque, lorsqu'on a une FT4 qui est effondrée, mais que la TSH n'est pas très augmentée, on peut penser à une hypothyroïdie hypothalamique, parce qu'il faut savoir que la TRH, non seulement elle a un intérêt dans la sécrétion de la TSH, mais elle a un intérêt dans la maturation de la TSH. Donc, lorsqu'on a une atteinte hypothalamique pure, on peut avoir une production d'une TSH qui est biologiquement inactive. Donc, FT4 effondrée, TSH non élevée, c'est une hypothyroïdie centrale. Par contre, si on a une FT4 normale et une TSH élevée, c'est une hypothyroïdie infraclinique. Si la FT4 est basse et que la TSH est élevée, c'est une hypothyroïdie primaire patente. Alors, à partir de quel chiffre on peut considérer que la TSH est élevée? Il faut voir les normes du laboratoire et généralement, les normes du laboratoire vont jusqu'à 4,5 milliunités par litre. Alors, la FT4, ça varie parce que parfois c'est en picomole, parfois c'est en nanogramme, donc il faut voir les normes du labo. Mais la TSH, généralement, il y a des labos qui vont jusqu'à 5, il y a des labos qui vont jusqu'à 4,7, mais généralement c'est 4,5. Mais toujours, il faut voir les normes du labo parce que les normes du labo peuvent changer en fonction de la technique de dosage. Alors, une fois qu'on a posé le diagnostic positif de l'hypothyroïdie, vous avez vu que c'est facile le diagnostic positif, on va passer au diagnostic étiologique. Et premièrement, l'enquête étiologique. Donc, l'enquête étiologique, comme toujours, on commence par un interrogatoire. On recherche les situations à risque qu'on avait vues tout à l'heure, l'accouchement, l'hémithyroïdectomie, la radiothérapie, l'irathérapie, etc. Toutes les situations à risque de développer une hypothyroïdie. On va examiner et rechercher essentiellement un goitre. Alors, sur le plan biologique, donc on a là deux situations. On est devant une hypothyroïdie primaire, c'est-à-dire une pathologie thyroïdienne. On va chercher une pathologie thyroïdienne. Ou une hypothyroïdie centrale ou secondaire, on va rechercher une pathologie hypothalamo-hypophysaire. Donc, si on est devant une hypothyroïdie primaire, le premier paramètre à demander, c'est les anticorps anti-TPO qui sont positifs si on a une atteinte auto-immune. Donc, la positivité des anticorps anti-TPO si on n'a pas l'atteinte auto-immune. Alors, est-ce qu'on va demander les anti-TG d'emblée? Il y a deux marqueurs de thyroïdite auto-immune, les anti-TPO et les anti-TG. On demandait les anti-TG que si on suspecte un contexte auto-immun, alors que les anti-TPO sont négatifs. Donc, il y a une patiente qui vient vous voir avec une hypothyroïdie primaire. Vous suspectez fortement un contexte auto-immun parce qu'elle a un terrain d'auto-immunité, parce qu'à l'échographie, il y a des signes évocateurs de thyroïdite, etc. Vous demandez les anti-TPO seulement dans un premier temps. S'ils reviennent négatifs alors que vous suspectez une atteinte auto-immune, là, on complète par les anti-TG. OK? Alors, si on est devant, par contre, une hypothyroïdie qui est secondaire, c'est-à-dire une hypothyroïdie qui est centrale, la première chose à faire, c'est de rechercher les autres déficits. Donc, déficit de l'axe corticotrope, déficit de l'axe gonadotrope, somatotrope, etc. Alors, sur le plan morphologique,
Si on est devant une hypothyroïdie primaire, on peut éventuellement demander une échographie thyroïdienne. Il faut savoir que l'échographie thyroïdienne n'est pas obligatoire. Donc, on devrait la demander normalement que si on a une anomalie à l'examen clinique. Que si à l'examen clinique, je trouve un goitre ou un nodule. Donc, je complète par une échographie et là, elle peut montrer des signes de thyroïdite, une atrophie de la glande thyroïde ou bien un goitre. Ça, c'est en fonction des étiologies. On les verra par la suite. On l'avait dit la dernière fois que la scintigraphie n'a pas d'indication dans l'exploration de l'hypothyroïdie. Donc, la scintigraphie n'a pas d'intérêt dans l'exploration de l'hypothyroïdie. On verra après les indications de la scintigraphie. Bien sûr, lorsqu'on est devant une atteinte centrale, je vous rappelle que l'atteinte centrale, c'est une FT4 effondrée avec une TSH non élevée. Donc, le premier examen morphologique à demander, c'est l'IRM hypothalamo-hypophysaire. Pourquoi? Parce qu'on recherche une pathologie tumorale. On va le voir quand on va faire l'insuffisance antéhypophysaire. Lorsque vous avez une insuffisance de l'un des axes, quel que soit l'axe hypothalamo-hypophysaire, la première chose à faire, c'est de demander une IRM hypothalamo-hypophysaire à la recherche d'une tumeur. Il faut savoir que le diagnostic étiologique ne conditionne pas le traitement de l'hypothyroïdie. Quelle que soit l'étiologie de l'hypothyroïdie, le traitement sera le même. C'est le traitement substitutif par lévothyroxine. Par contre, il conditionne le pronostic. Ça, c'est à la différence de l'hyperthyroïdie. Le traitement dépend étroitement de l'étiologie. Donc, on est obligé de faire une enquête étiologique exhaustive. Par contre, pour l'hypothyroïdie, ce n'est pas le cas. On va passer en revue rapidement les étiologies. On commence par les étiologies les plus fréquentes. Alors, pour ce qui est des étiologies, il faut savoir que 99,9% des étiologies des hypothyroïdies, ce sont des hypothyroïdies primaires. Les hypothyroïdies centrales ne représentent qu'un cas pour 1000, c'est-à-dire 0,1% des étiologies. Donc, les étiologies les plus fréquentes, c'est les hypothyroïdies primaires. Et parmi les étiologies, c'est les thyroïdites. Par exemple, la thyroïdite d'Hashimoto, qui donne une hypothyroïdie définitive, la thyroïdite de De-Quervain ou la thyroïdite du postpartum qui donnent des hypothyroïdies qui sont transitoires, mais qui peuvent devenir définitives plus tard, donc on va le voir après. La deuxième étiologie, c'est les causes iatrogènes. Post-chirurgicale, on a vu tout à l'heure, bien sûr, si on enlève toute la thyroïde, donc ça va sans dire qu'on va avoir forcément une hypothyroïdie qui est définitive, mais même après une thyroïdectomie partielle, une lobectomie, on peut avoir une hypothyroïdie au long cours, dans 30% des cas. L'irathérapie, bien sûr, lorsqu'on fait une irathérapie pour maladie de base d'eau, par exemple, on verra quand on va faire la maladie de base d'eau, le risque, c'est d'avoir une hypothyroïdie à moyen et ou à long terme. Après une radiothérapie externe aussi, il y a un risque d'hypothyroïdie, de thyroïdite radique, on verra après, donc qui peut évoluer vers l'hypothyroïdie. Le déficit en iode, c'est un pourvoyeur d'hypothyroïdie, mais aussi la surcharge iodée. Ça peut être par l'intermédiaire des médicaments comme l'amiodarone, des produits de contraste iodé radiologiques, des produits à application cutanée, en particulier chez l'enfant et le nouveau-né. Ils sont très vulnérables, les enfants et les nouveau-nés. On nous a toujours dit en pédiatrie qu'il fallait éviter les désinfectants iodés, par exemple, chez les enfants, parce qu'ils peuvent être absorbés par la peau et provoquer une hypothyroïdie par surcharge iodée. Ces hypothyroïdies par surcharge iodée, généralement, elles sont transitoires. Bon, les mécanismes, la surcharge iodée peut donner une hypothyroïdie. Alors, les hypothyroïdies secondaires à la prise médicamenteuse, l'amiodarone. Donc, on va voir que l'amiodarone donne essentiellement des hyperthyroïdies, mais elle peut aussi être pourvoyeuse d'hypothyroïdie, surtout la première année du traitement, par deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est la surcharge iodée. Il faut savoir que c'est un médicament qui est très riche en iode. D'ailleurs, c'est le mécanisme qui provoque les hyperthyroïdies, mais aussi par effet cytotoxique direct de l'amiodarone sur le follicule thyroïdien. D'ailleurs, ça fait partie des thyroïdites chroniques, on le verra après. Donc, il n'y a pas que l'amiodarone qui est pourvoyeuse d'hypothyroïdie, il y a aussi le lithium qu'on n'utilise plus beaucoup, donc qui était jadis utilisé en psychiatrie. L'interféron alpha qu'on utilise à ce jour pour traiter des hépatites et certains cancers, donc qui peut être pourvoyeur d'hypothyroïdie. C'est pour ça qu'avant la mise en route du traitement, on demande systématiquement un TSH avant la mise sous interféron. Il y a aussi le sunitinib qu'on donne dans certains types de cancers. Alors, vous avez vu que c'était des hypothyroïdies qui étaient assez fréquentes, même supérieures à 10% dans certains cas. Donc, ça justifie la recherche systématique de l'hypothyroïdie
avant la mise sous traitement et puis systématiquement, essentiellement durant la première année. Donc, lorsque vous avez un patient qui est sous amiodarone, lithium, sunitinib, interféron alpha, on recherche systématiquement une hypothyroïdie durant le traitement, essentiellement durant la première année. D'ailleurs, les médecins qui utilisent ces molécules le savent et ils demandent généralement des TSH régulièrement et ils nous envoient les malades une fois que la TSH est perturbée. Alors, une fois que le TSH est perturbé, c'est-à-dire la TSH est élevée, et qu'on nous envoie le patient, on se pose la question, est-ce que je dois arrêter le traitement ou pas? Donc, la réponse est simple, c'est que non. Le traitement doit être poursuivi, que ce soit le traitement par amiodarone ou la par interféron alpha ou la par sunitinib. Nous, on va substituer par lévothyroxine. Et puis, généralement, la fonction thyroïdienne peut, dans certains cas, revenir à la norme après l'arrêt du traitement en cause. Donc, après l'arrêt du traitement, on réévalue la fonction thyroïdienne. Alors ça, c'est le contraire de l'hyperthyroïdie. On le verra parfois dans les hyperthyroïdies induites par l'iode, par exemple, ou induites par l'amiodarone. Parfois, on est obligé d'arrêter l'amiodarone. Alors, dans l'hypothyroïdie, non, ça ne se discute pas. On continue l'amiodarone, parce que c'est la situation la plus fréquente, l'utilisation de l'amiodarone. On continue l'amiodarone. Par exemple, un patient qui a une arythmie et qui est mis sous amiodarone et qui développe une hypothyroïdie, quelle est la conduite à tenir? C'est continuer l'amiodarone et substituer par lévothyroxine. Alors, il y a aussi la carence iodée, les maladies infiltratives de la thyroïde, mais c'est rare qu'elles entraînent une hypothyroïdie. Et puis, elles entraînent une hypothyroïdie lorsqu'elles sont vraiment à un stade très avancé. Alors, pour ça, on en a fini avec les hypothyroïdies primaires, c'est-à-dire d'origine thyroïdienne. Maintenant, pour ce qui est des hypothyroïdies centrales, je vous ai dit, elles présentent un cas pour 1000 des hypothyroïdies. Exceptionnellement, on a un déficit isolé de l'axe thyroïdotrope par des mutations génétiques. Donc, retenez que exceptionnellement, on peut avoir des mutations génétiques qui vont nous donner un déficit de l'axe thyroïdotrope isolé. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'on a une hypothyroïdie centrale, elle va rentrer dans le cadre d'une insuffisance antihypophysaire qui est partielle ou globale. C'est-à-dire que toutes les étiologies qui vont donner une insuffisance antihypophysaire sont des étiologies d'hypothyroïdie centrale. On les verra lorsqu'on va faire le cours sur l'insuffisance antihypophysaire. On passe au traitement. Donc, les traitements armes thérapeutiques, vous voyez que ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier parce qu'en fait, on a une seule arme thérapeutique, un seul traitement qui est commun à toutes les hypothyroïdies, quelles que soient leurs étiologies, c'est la lévothyroxine. Donc, ça se présente sous forme de comprimé sévocable, elle a une demi-vie de 8 jours, elle est bien absorbée sur le plan digestif. Alors, la posologie chez l'adulte, c'est entre 1,5 et 1,7 microgrammes kg jour. Lorsqu'on a une hypothyroïdie patente, lorsqu'on a une hypothyroïdie infraclinique, les besoins sont plus faibles, c'est logique. Donc, elle doit être administrée le matin, à jeun, 30 à 60 minutes avant le petit déjeuner. Il y a des patients qui ne peuvent pas la prendre le matin parce qu'ils vous disent, moi, à peine levé, je prends mon petit déjeuner, je sors de la maison, je n'ai pas le temps d'attendre une minute. On peut leur proposer éventuellement de la prendre 4 heures après le dernier repas. Donc, s'ils dînent à 20 heures, ils peuvent prendre leur lévothyroxine à minuit ou à 1 heure du matin avant de dormir. Toujours, la règle, c'est de débuter à petite dose. Donc, on commence par exemple par 25 microgrammes, le quart du comprimé de 100 par exemple, ou là, si on a prescrit 75, on donne le quart du comprimé de 75, et puis on augmente progressivement jusqu'à ce qu'on atteigne la dose souhaitée. Certaines exceptions, lorsqu'on a des hypothyroïdies modérées chez le sujet jeune en bonne santé, on peut commencer d'emblée par la dose maximale. Lorsque le patient s'est fait opérer, par exemple, d'une thyroïdectomie totale, le lendemain de l'intervention, il peut prendre d'emblée la dose maximale parce qu'en fait, il n'a pas eu le temps d'être en hypothyroïdie. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, attention au patient qui est connu coronarien ou bien le patient qu'on suspecte coronarien. À ce moment-là, il faut débuter à des doses très petites. On commence pas par 25, mais on commence par 12,5 microgrammes jour. Il faut augmenter très progressivement par palier de touzismique tous les 15 jours et non pas tous les 5 jours. Et à chaque palier, on va recontrôler le patient cliniquement pour voir s'il n'a pas de précordialgie et on fait un ECG pour voir s'il n'y a pas eu de modification électrique. Comment va se faire le suivi? Comment savoir si le patient est bien substitué ou pas? Il suffit de contrôler la TSH. D'accord? Ce n'est pas la peine chez un patient sous lévothyroxine de faire des FT4 à chaque fois. Donc, je ne contrôle que ma TSH.
dans les hypothyroïdies primaires, on va voir la spécificité des hypothyroïdies centrales, mais dans l'étiologie la plus fréquente qui est l'hypothyroïdie primaire, je suis mon patient régulièrement avec des TSH et il faut que ces TSH soient dans les normes, sauf exception, sauf dans certains cas, on les verra après. Alors, pour les hypothyroïdies centrales, par contre, est-ce que la TSH est fiable? Non, elle n'est pas fiable. Pourquoi? Parce que c'est une anomalie de la sécrétion de la TSH qui a conduit à cette hypothyroïdie. Donc, ça ne sert à rien de la doser, elle n'est pas fiable. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, on va suivre les patients par dosage régulier de la FT4. Et cette FT4, elle doit être à la limite supérieure des normes du laboratoire. Par exemple, le labo me dit que les normes, c'est entre 9 et 19. Donc, entre 9 et 19, la médiane, c'est 14. Donc, mon patient doit être autour de 15, 16, 17 picomoles par litre de FT4. Donc, la FT4 doit être à la limite supérieure. À quelle fréquence je vais surveiller? Donc, le premier contrôle, je vais demander la TSH au moins 6 à 8 semaines après le début de la dose max. Si c'est une hypothyroïdie centrale, donc je peux demander une FT4 4 semaines après la dose max ou l'introduction du traitement. Ensuite, une fois que mon patient est stable, ça ne sert à rien de demander TSH tous les mois. Je le fais tous les 3 à 6 mois jusqu'à stabilisation de la TSH. Et puis, une fois par an, ça suffit largement. Une TSH par an, ça suffit largement, sauf dans certains cas. Par exemple, un patient qui présente des signes cliniques d'hypo ou d'hyperthyroïdie. Il va revenir vous voir après 6 mois. Il vous dit, j'ai des palpitations, j'ai maigri. Peut-être qu'il est surdosé, je demande une TSH. Je suis constipée, j'ai pris du poids, je suis fatiguée, peut-être qu'il est sous-dosé, je fais une TSH. Si je change de molécule, alors attention, donc actuellement, il y a beaucoup de molécules sur le marché. Donc, si je switch d'une molécule vers une autre, parfois, la dose nécessaire n'est pas la même. Donc, je dois recontrôler. Alors, en cas de grossesse, on va voir la particularité de la grossesse. Les suivis doivent être rapprochés. Si la patiente est mise sous oestrogène, les hormones thyroïdiennes ne circulaient pas sous forme libre, mais elles circulaient liées à un transporteur, qui est la TBG. Et je vous ai dit que les oestrogènes augmentaient la TBG. Donc, quand les oestrogènes vont augmenter la TBG, ils vont augmenter la fraction liée et du coup, ils vont diminuer la fraction libre. Et on avait dit que c'était la fraction libre des hormones thyroïdiennes qui était active. Donc, généralement, lorsqu'on met une patiente sous oestrogène, les besoins en hormones thyroïdiennes, ils sont comment? Les besoins en hormones thyroïdiennes augmentent parce qu'on augmente la fraction liée. Il me faut plus d'hormones thyroïdiennes pour garder la fraction libre stable. D'accord? Donc, en cas de mise sous œstroprogestative, on doit recontrôler la TSH parce que les besoins font changer. En cas de modification importante du poids, parce que les doses, c'est en fonction du poids. Donc, s'il y a une modification importante du poids, la dose va changer chez les personnes âgées aussi parce qu'il y a un risque accru d'hyperthyroïdie. Alors, si le patient n'est pas équilibré sous LT4, il faut toujours rechercher est-ce qu'il a oublié de prendre son traitement, est-ce qu'il n'a pas pris à jeun, puis est-ce qu'il prend des médicaments qui interfèrent avec l'absorption de la lévothyroxine, est-ce qu'il y a une grossesse ou une déplétion hormonale. Alors, les médicaments qui interfèrent avec l'absorption intestinale, c'est le fer, l'hydroxyde d'aluminium, donc certains pansements gastriques et le calcium essentiellement. Alors, pour le coma myxœdémateux, c'est un traitement qui fait appel à de la lévothyroxine IV. On donne systématiquement de l'hydrocortisone et on traite la cause déclenchante. N'empêche que le pronostic reste sombre. Petite remarque, lorsqu'on a une insuffisance surrénalienne associée, la supplémentation en hydrocortisone doit précéder celle de la FT4. Lorsque vous avez un patient qui a par exemple une polyendocrinopathie auto-immune et qui a à la fois une hypothyroïdie primaire et une insuffisance surrénalienne primaire, ou bien lorsque vous avez un patient qui a par exemple une tumeur hypophysaire et qui présente à la fois une hypothyroïdie centrale et une insuffisance surrénalienne centrale, il faut toujours commencer par supplémenter en hydrocortisone pendant quelques jours, ensuite introduire la lévothyroxine. Pourquoi? Parce que si je commence par la lévothyroxine d'abord, le lévothyrox d'abord, donc il y a un hypométabolisme en cas d'hypothyroïdie. Si je substitue mon hypothyroïdie sans donner de l'hydrocortisone, je vais augmenter le métabolisme de base
et je risque de créer une décompensation surrénalienne. Donc, retenez, lorsque vous avez à la fois un déficit surrénalien et un déficit thyroïdien en même temps, quelle que soit leur étiologie, je commence d'abord par donner de l'hydrocortisone pendant quelques jours. Ensuite, j'introduis la lévothyroxine. L'hypothyroïdie et grossesse. Donc, lorsqu'une patiente est connue hypothyroïdienne et qu'elle est substituée, on doit maintenir une TSH inférieure à 2,5 avant même la conception. Si une patiente fait une grossesse alors qu'elle est connue en étant hypothyroïdienne traitée, il faut savoir que les besoins en hormones thyroïdiennes augmentent de 25 à 50%. Donc, la dose de TSH doit être augmentée dès le diagnostic de la grossesse de 25 à 30%. Donc, généralement, on demande aux patientes d'augmenter d'un quart de comprimé. Un quart de comprimé, c'est 25%. Donc, on lui dit, dès que vous savez que vous êtes enceinte, vous augmentez d'un quart de comprimé. Si vous étiez sous 100, vous prenez 125. Si vous étiez sous 75, vous prenez le 75 et le quart du 75. Le contrôle de la TSH doit se faire tous les mois et non pas tous les 3 à 6 mois. Et l'objectif de la TSH doit être inférieur à 2,5. Chez la femme enceinte, on ne suit pas les normes du laboratoire. On a un seuil de 2,5. Et la TSH chez la femme enceinte doit être inférieure à 2,5. Retenez aussi que lorsqu'on a un projet de grossesse chez une patiente qui a une pathologie chronique, on la considère comme étant déjà enceinte. Je m'explique. Lorsqu'on va faire, par exemple, le cours du diabète et grossesse, ou là, chez une patiente hypertendue, par exemple, lorsqu'elle programme une grossesse, j'arrête déjà tous les médicaments qui sont contre-indiqués durant la grossesse, par exemple. Là, pour revenir à l'hypothyroïdie, j'ai une femme qui a une hypothyroïdie qui est sous lévothyroxine, qui veut faire une grossesse, je la considère déjà enceinte. Donc, je lui fixe un objectif de TSH d'une femme enceinte. Et retenez que l'objectif TSH chez la femme enceinte, il est plus bas que la population générale, il est fixé à 2,5. D'accord? Donc, quand vous avez une femme sous lévothyrox qui projette de faire une grossesse, il faut qu'elle ait une TSH inférieure à 2,5. Lorsque vous avez une femme qui est sous lévothyrox et qui fait une grossesse, elle doit d'emblée augmenter sa dose de 25%, d'un quart de comprimé, et elle doit avoir une TSH qui est strictement inférieure à 2,5 tout au long de la grossesse. D'accord? Et les contrôles de TSH se feront tous les mois et non pas tous les 3 à 6 mois. Alors, quelles sont les complications de l'hypothyroïdie chez la mère et l'enfant? Donc, chez la mère, on peut avoir une anémie, des ABRT, ça augmente le risque d'HTA gravidique et de prééclampsie, de placenta prévia et de décollement placentaire. Il y a un risque d'accouchement prématuré, d'hémorragie du postpartum. Paratonie utérine. Par contre, sur le plan fœtal et néonatal, donc le risque, c'est d'avoir des enfants avec un retard de croissance intra-utérin, des enfants prématurés, une augmentation de la mortalité, et puis ce qu'on craint le plus, c'est le retard mental. Deuxième cas particulier, c'est l'hypothyroïdie infraclinique. Donc, je vous rappelle que l'hypothyroïdie infraclinique se définit par une augmentation de la TSH alors que la FT4, elle est normale. Dans la plupart des cas, on ne traite pas ces hypothyroïdies infracliniques, on se contente d'une simple surveillance, mais dans certains cas particuliers, on peut préconiser un traitement substitutif par lévothyroxine. C'est quoi ces situations particulières? Premièrement, lorsqu'on a une TSH qui est supérieure à 10, lorsqu'on a une TSH supérieure à 10, même si la FT4 est normale, on introduit un traitement substitutif. Lorsqu'on a des anticorps anti-TPO positifs, c'est-à-dire que le patient présente une thyroïdite auto-immune, on sait qu'elle va finir par évoluer vers la thyroïdite patente. Donc, dans ce cas-là aussi, on introduit un traitement. Lorsque c'est une hypothyroïdie iatrogène, par exemple un patient qui est sous amiodarone, qui fait une TSH qui commence à augmenter, même si la FT4 reste normale, on traite. Si la patiente a un désir de grossesse, bien sûr, non seulement on traitera, mais on visera une TSH qui est basse. Chez le patient qui a une dyslipidémie, je vous ai dit tout à l'heure que cette dyslipidémie peut être secondaire à cette hypothyroïdie, mais surtout si j'introduis un traitement pour la dyslipidémie, il est contre-indiqué si on a une hypothyroïdie concomitante. Donc, on doit traiter d'abord l'hypothyroïdie avant d'introduire le traitement. Lorsqu'on a un goitre, on va voir que lorsque la TSH est élevée, elle a un effet trophique. On a vu que la TSH avait deux rôles. Elle stimule la synthèse hormonale. Elle a un effet trophique sur les cellules thyroïdiennes. Donc, lorsqu'on a un goitre, le fait d'avoir une TSH un peu élevée, ça va augmenter le volume du goitre. Donc, si j'ai un goitre avec une hypothyroïdie infraclinique, je peux être amenée à traiter. Et puis, parfois, dans certains cas, bien que normalement,
L'hypothyroïdie infraclinique ne devrait pas se manifester, comme son nom l'indique, sur le plan clinique, mais il y a certains patients qui rapportent certains signes qui sont gênants, essentiellement une asthénie, une frilosité. Donc, dans ce cas-là aussi, on peut introduire un traitement et voir. Donc, dans cette indication d'hypothyroïdie infraclinique, je vous ai dit que les doses n'étaient pas aussi importantes que lorsqu'on a une hypothyroïdie patente. On commence par 25-50 microgrammes et on réajuste en fonction de la TSH. Alors, si je ne suis pas dans ces cas que je viens de citer, je me contente d'une surveillance uniquement. Je fais une première TSH après 6 mois. Si elle n'augmente pas, je laisse le patient tranquille et je fais une TSH tous les ans, ou bien c'est apparition de signes cliniques. Alors, troisième cas particulier, c'est l'hypothyroïdie du sujet âgé. C'est la plus fréquente des endocrinopathies du sujet âgé après le diabète. Il faut savoir qu'avec l'âge, on a une augmentation physiologique de la TSH. Chez le sujet âgé, le tableau est trompeur, parfois il est polysymptomatique, je vous ai dit, il se confond avec la sénescence, le ralentissement psychomoteur, la constipation, tout ça se confond avec les signes de la sénescence. Donc, l'introduction du traitement doit être extrêmement prudente et progressive. Et puis, ce qui est important à retenir, c'est que c'est le sujet âgé. On doit toujours avoir une TSH qui est à la limite supérieure. On ne doit jamais avoir une TSH qui est inférieure à 1, voire inférieure à 2 pour certains chez le sujet âgé. Pourquoi? Parce que physiologiquement, le sujet âgé, il a une TSH qui est élevée. Donc, on doit avoir une TSH qui est supérieure à 2 chez le sujet âgé. Même à la limite supérieure, 4, 5, 6, c'est pas grave, on peut tolérer. Alors, chez l'enfant, c'est les mêmes signes de l'hypothyroïdie chez l'adulte. Donc, on a la frilosité, la constipation, le ralentissement psychomoteur. On a 2 signes caractéristiques chez l'enfant qu'on ne trouve pas chez l'adulte. C'est le retard de croissance et le retard de maturation osseuse, c'est-à-dire le retard de l'âge osseux. Donc, ce qui est caractéristique de l'hypothyroïdie. Si je demande un âge osseux à cet enfant, il sera ralenti. Et classiquement, on a un âge osseux qui est inférieur à l'âge statural, qui est inférieur à l'âge chronologique. Je m'explique. Si j'ai un enfant qui a 10 ans, par exemple, d'âge, si je prends sa taille et que je la mets sur la courbe de croissance, je vais voir qu'il a un retard de croissance et qu'il a un âge statural d'un enfant de 8 ans, par exemple. Il a la taille d'un enfant de 8 ans. Et si je fais l'âge osseux est encore plus ralenti. J'aurai par exemple un âge osseux d'un enfant de 6 ans pour un patient qui a 10 ans d'âge. OK? Donc, c'est assez caractéristique. De même que pour l'hyperthyroïdie, on va le voir chez l'enfant, on aura le contraire. On aura une accélération de l'âge osseux, une accélération de l'âge statural qui sont supérieures à l'âge chronologique. Donc, l'étiologie la plus fréquente, c'est les mêmes étiologies que chez l'adulte, mais l'étiologie la plus fréquente, ça reste la thyroïdite auto-immune. Mais attention, on va voir maintenant les étiologies des hypothyroïdies congénitales. Il faut savoir qu'il y a certaines hypothyroïdies congénitales, par exemple les ectopies thyroïdiennes ou les hémiagénésies, dont on a du tissu thyroïdien qui suffit à la production hormonale durant les premières années de vie, mais durant l'enfance, à l'âge de 3, 4, 5 ans, cette production hormonale ne devient plus suffisante chez l'enfant et l'hypothyroïdie va se révéler. Donc, certaines étiologies d'hypothyroïdie congénitale peuvent se manifester tardivement durant l'enfance.